notre approche est une approche qui est pas sur la science elle-même. Donc, par exemple, ce que fait Novo Nordisk au Danemark, qui est une société formidable. Il y a beaucoup de sociétés qui sont dans l'innovation. On fait ça dans le capital risque, donc sur des sociétés qui sont plus petites, mais dans nos participations plus grandes, ce sont des entreprises qui sont des habilitateurs. Donc, ils aident et habilitent ce qui est en train de se passer dans le monde de la santé et aussi essayent de stimuler l'innovation. Donc, notre approche est plus autour de ce qui habilite, plus que sur la science même dans la santé. On a investi dans l'énergie. Donc, on a un investissement dans notre partie capital risque qui sont liés aux énergies. Et par exemple, il y a une société qui s'appelle Nucléo qui est en train de développer le nucléaire. Et on pense que le nucléaire est sûrement... et le nucléaire va se développer sur ces prochains 100 ans avec différents passages, de la fusion à la fission. Il y aura des possibilités. Donc ça, c'est dans notre capital risque. Sur ce qui est les énergies renouvelables, on n'a pas d'investissement dans des énergies renouvelables, mais on a pris une participation dans une société qui s'appelle TAG Energy, qui justement est capable de travailler sur le stockage et a la possibilité de faire en sorte qu'il y ait une énergie décarbonisée et que cette énergie décarbonisée puisse être utilisée quand il y en a besoin. Et le cadre énergétique est en évolution. Donc si on regarde ce qui s'est passé par exemple dans le secteur du transport, on a beaucoup poussé pour décarboniser les voitures, le transport à zéro émission, mais on ne s'est pas vraiment occupé de comment la transmission d'énergie et la production d'énergie passent. Donc on aurait plutôt pensé à essayer de voir comment on peut décarboniser la production d'énergie, la distribution, et après s'occuper des consommateurs d'énergie. Beaucoup de ces enjeux-là sont liés à des choix de politique industrielle et de réglementation sur laquelle on est simplement un interlocuteur qui doit agir par rapport à des cartes qui nous sont données. On propose à notre conseil d'administration quels sont les secteurs dans lesquels on veut se développer, comme ceux que je vous ai présentés. On travaille sur des opportunités et on présente ces opportunités à notre conseil d'administration qui a la responsabilité de l'approuver. Donc on a un mode de fonctionnement qui est très simple et linéaire. On est une petite équipe et ce qui est bien d'être une petite équipe, c'est que ça force la responsabilité et aussi ça évite d'avoir beaucoup de bureaucratie et beaucoup de niveaux où les décisions sont diluées. Et je pense que ça a des limites, parce que ça veut dire qu'il faut travailler beaucoup et qu'on dépend aussi plus de personnes, mais en même temps, on considère que c'est aussi un point de force. Les deux risques importants, c'est la dette pour nous. Quand il y a trop de dette et les choses vont mal, ce cocktail-là est généralement très mauvais. Donc on fait attention à quels sont les niveaux d'endettement qu'on a chez Exor et qu'on a dans nos entreprises. Et le deuxième risque qu'on regarde, c'est les concentrations. Donc voir quel type de concentration on peut avoir, par exemple à une géographie, par exemple à un secteur, par exemple à une entreprise. On est concentré et on pense que être concentré a aussi des avantages parce que ça permet d'être plus focalisé, mais on n'est pas 100% concentré non plus. Donc ça, c'est les deux paramètres de risque. Ensuite, quels sont les risques opérationnels comme cybersecurity ou d'autres? Ceux-là sont généralement vus par nos entreprises. On a différents process internes. Mon expérience, c'est qu'il faut surtout essayer de réagir quand les choses se passent, plutôt que d'anticiper des risques qui ont
souvent une probabilité de jamais se passer. Donc je pense que c'est bien comme process faire ce qui s'appelle du risk assessment, mais je pense qu'il est plus important, c'est quand il y a des problèmes, et il y en a toujours, être rapide à les résoudre. Et ensuite, personnellement, je trouve que les problèmes, c'est bien tant qu'on a envie de les résoudre. Donc je suis optimiste parce que je trouve qu'il y a plein de problèmes, mais c'est pas un problème. Au contraire, ça devrait stimuler à pouvoir essayer de trouver des solutions à ces nombreux problèmes. Parlons de Philips en particulier. Donc on considère qu'on n'est pas un activiste, mais qu'on est actif. Et donc, si on regarde la propriété dans l'actionnariat, la gouvernance qui est le conseil d'administration et la leadership qui est la gestion, on considère que ces trois étages doivent être alignés. Et donc, dans le cas de notre prise de participation de Philips, dont on est l'actionnaire plus important, a été très aligné avec ces trois étages. Donc, en termes de gouvernance avec le président et en termes de leadership avec le CEO. Philips, c'est une société qui a eu d'énormes difficultés. Et ces énormes difficultés ont poussé Philips à changer. Donc, il y a eu un nouveau président, il y a eu un nouveau CEO. Et ils sont très intéressés de travailler avec Exor. Et ils voient Exor comme un accélérant par rapport aux transformations qu'ils ont envie de faire. Nos actions sont toujours des actions entrepreneuriales. Donc, ce qui nous intéresse, c'est regarder ce qui est le mieux pour l'entreprise. Et on considère que les entreprises qui font bien ce qu'elles doivent faire finiront par rendre leurs actionnaires et les autres preneurs des parties sociales plus prospères. L'activiste a un rôle qui est celui de pousser sur des changements de court terme. Ce n'est pas le terrain de jeu qui nous intéresse. L'industrie du luxe n'est pas une industrie très grande. Elle vaut très cher, mais ce n'est pas une industrie très grande et il n'y a pas énormément de sociétés. Donc, on est intéressé à cette industrie parce qu'on y est et on sera ouvert s'il y a des opportunités qui se présentent. La réalité, c'est que, 1, il n'y a pas énormément d'opportunités. 2, il y a des groupes qui sont très bons, et surtout ici en France, qui sont quand même capables d'acheter à des prix beaucoup plus importants et conséquents de ce que nous, on pourrait faire. Donc, c'est un secteur qui nous intéresse, c'est le secteur plus important en termes de valeur pour Exor, et on est ouvert à des opportunités. Est-ce qu'elles sont actionnables et combien sont actionnables? Pas beaucoup. Ceci étant, le Boutin est une très très belle entreprise. Ils n'avaient pas envie de vendre, mais ils avaient envie d'être accompagnés. Et il y a eu un dialogue qui a été un dialogue très positif et qui se passe très bien. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, est utilisée de façon très pratique. Et on est en génération 1 de l'intelligence artificielle. Et donc sur l'efficience et l'efficacité. On pense qu'il y aura génération 2, génération 3 qui vont être la capacité à interagir plus avec l'intelligence artificielle comme humain et de quelle façon on peut être complémentaire. Donc si on regarde AlphaGo qui était la première grande expérience, ce qui s'est passé c'est que la machine a gagné ce jeu qui est un jeu très compliqué, plus compliqué que les échecs, mais le joueur qui était le meilleur joueur du monde après ça, a joué mieux de ce qu'il n'avait jamais joué. Donc, on considère que ce n'est pas une substitution, mais en réalité, elle permet une augmentation de nos capacités, de nos potentiels. Et aussi, j'espère que ça va nous permettre de faire des décisions plus rationnelles et probablement moins émotionnelles, mais qui ne s'appliquent pas toujours dans le sport.